En bordure du parc national du Peak District, se trouve la ville de Sheffield, une communauté fondée sur une histoire industrielle. Mais après le mois de janvier 2000, la vie de ses habitants n'a plus jamais été la même. En 17 ans de service, c'est l'une des affaires qui m'a le plus marqué. Car dans l'intimité de ses foyers, cette ville cache des secrets sombres, qui vont choquer ses habitants. Je n'avais jamais vu un corps dans un tel état. Et ébranler à jamais les fondations d'un petit quartier respectable. Les gens voulaient vraiment connaître la vérité, en espérant que ce serait comme un cauchemar qui disparaîtrait. Mais ça n'a pas été le cas. Sheffield, une ville verdoyante et sûre, construite sur des collines ondulantes. Nous ne sommes qu'à 4 ou 5 kilomètres du Peak District, de ces magnifiques paysages et des Pennines. Les rapports nationaux sur la criminalité ont récemment reconnu Sheffield comme étant la ville la plus sûre du pays, et elle conserve ce titre d'année en année. C'est un endroit sûr pour fonder une famille. Mais une histoire tragique, dans laquelle la cupidité et la trahison allaient bousculer cette communauté très soudée, était sur le point de se dérouler. En 2000, la zone de Kettlebridge Road est loin des grands axes, calme et peu développée. Le 22 janvier, deux amis, Glyn et Chris, se rendent dans un magasin d'outillage et remarquent quelque chose qui sort de l'ordinaire. On marchait, on discutait en plaisantant. Et alors qu'on marchait, on a remarqué ce paquet de tissu rose. Comme si... Il n'était pas du tout caché. Il était à la vue de tous. Comme s'il attendait d'être trouvé. Il avait l'air propre, alors on s'est dit qu'il venait d'être déposé. Il pourrait valoir quelque chose. Nous avons défait l'emballage. Et à l'intérieur de la couverture, il y avait un sac. Le sac aussi avait l'air neuf. Nous l'avons ouvert et nous avons sorti ce qui ressemblait à une grande feuille de plastique bien ficelée. Ça sentait le diesel, et mon ami a dit que ça pouvait être un moteur ou une selle de cheval américaine. Pensant avoir trouvé quelque chose de précieux, Glyn et Chris décident de l'examiner plus en détail. C'est ici que nous avons ouvert le sac. Mais je ne pouvais pas vraiment distinguer ce que c'était, parce que ça avait une drôle de forme. Ça avait juste une forme bizarre. Ils déballent le paquet, et ont le choc de leur vie. Chris, j'ai touché le dessus, et c'était tout brun. Comme de l'argile. J'ai regardé, et j'ai vu qu'il s'agissait d'un cadavre. J'étais complètement sous le choc. Si je pouvais, je ne le referais pas. Bouleversé par cette découverte macabre, Glyn appelle immédiatement la police. Mes doigts ne fonctionnaient plus. J'ai allumé mon téléphone et j'ai essayé de les contacter, mais je n'arrivais pas à utiliser mes doigts correctement. C'était comme si mon cerveau ne savait plus comment faire. Cette nuit-là, l'inspecteur John Cousins est en service, au commissariat du Yorkshire du Sud. Vers 16 h, le téléphone sonne dans le bureau. C'était l'un des réceptionnistes qui me disait que quelqu'un avait trouvé un paquet sur Kettlebridge Road, à Sheffield, et qu'il pensait avoir trouvé un cadavre à l'intérieur. Nous devions évidemment nous y rendre le plus rapidement possible, pour voir ce qu'il en était. Quelques minutes plus tard, la police arrive sur les lieux pour examiner le contenu du sac. Il était recroquevillé, et dans une sorte de position fétale. Nous ne pouvions pas vraiment voir s'il y avait des cheveux ou des vêtements, tant ils étaient décomposés. Nous avons jeté un coup d'œil rapide, et dès que nous avons réalisé qu'il s'agissait d'un corps humain, nous avons fait marche arrière, et l'avons laissé jusqu'à l'arrivée de l'équipe médico-légale.
C'était probablement la première fois que je voyais un corps aussi décomposé ou dans cet état. John Cousins n'est pas le seul à avoir été stupéfait par ce qu'il a vu. 25 ans de carrière n'avaient pas préparé l'inspecteur Bob Varey à ce qui avait été déposé sur Kettlebridge Road. Comme la plupart des policiers, j'ai vu des cadavres à de nombreuses reprises. Je n'avais jamais vu un corps dans un tel état, dans un stade si avancé de décomposition. Pour atteindre cet état, il devait être mort depuis un certain nombre d'années déjà. L'état du corps contraste fortement avec l'état du sac dans lequel il se trouve. Le sac lui-même avait l'air très propre et neuf. Il n'avait pas l'air d'être là depuis longtemps compte tenu de la période de l'année à laquelle nous nous trouvions. Il était clair que la personne n'était pas morte à cet endroit, et qu'elle y avait été placée. Une enquête approfondie est menée par la police du Yorkshire du Sud. De mon point de vue, il y avait 3 grandes lignes d'enquête. La première enquête portait sur l'endroit où le corps avait été retrouvé. La deuxième concernait les sacs dans lesquels il avait été mis. Les draps, le plastique et les sacs de transport. Enfin, la dernière concernait le corps lui-même. Les restes décomposés sont transportés à la morgue pour un examen post-mortem approfondi. Nous n'étions pas sûrs à ce moment-là s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Nous ne savions pas qui c'était, pourquoi il était là, ni même comment il était mort. Les inspecteurs espèrent que l'autopsie leur donnera des indices sur l'identité de cette personne. Une fois le corps identifié, les pièces du puzzle auraient dû s'emboîter. Mais l'identification du corps se révèle être un obstacle de taille. La décomposition de ce corps s'était étendue à tous les organes principaux. Il ne s'agissait pas seulement de la chair. Nous avons eu du mal à déterminer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Cependant, l'autopsie révèle 2 indices essentiels sur l'histoire de la personne. Ses poumons étaient très abîmés et très noirs, ce qui indiquait qu'il avait été un gros fumeur tout au long de sa vie, ou qu'il avait travaillé dans une industrie lourde. Les surfaces de mastication des dents présentaient des anomalies. Mais à part ça, nous n'avons rien tiré de ce premier post-mortem. Après une seconde autopsie, la police ne dispose toujours pas d'éléments suffisants pour identifier le corps. La seule façon d'avancer est de retirer les couches de décomposition et de pénétrer sous la peau. Nous avons fait appel à un expert en squelette, qui a retiré la chair du corps que nous avions. Le cadavre est dépouillé de sa chair et bouilli pendant 3 semaines. Bien qu'extrême, cette procédure permet à la police de faire sa première véritable percée. Ce squelette nous a permis d'établir qu'il s'agissait d'un homme. Des indications montrent que le défunt avait été opéré des 2 pieds et que cette personne était âgée de 50 à 60 ans. Le pathologiste révèle que les opérations pratiquées sur les pieds du défunt concernaient des oignons. Il constate également que l'homme souffrait d'arthrite et qu'il lui manquait le bout d'un doigt. La police n'avait aucune indication sur son identité. Il ne manquait personne qui corresponde à ce profil. En l'absence d'identité, la police se concentre sur les emballages dans lesquels le corps a été retrouvé. Comme il a été découvert en hiver, les inspecteurs estiment que les draps entourant le corps auraient dû être beaucoup plus abîmés qu'ils ne l'étaient. Ils sont envoyés pour un examen médico-légal détaillé. La terre et les feuilles trouvées sur les draps sont analysées par un botaniste. Le botaniste a pu établir que le corps avait été exposé aux intempéries de l'automne, de l'année précédente.
ce qui nous a clairement indiqué qu'il avait été déplacé de l'endroit où il était en fait mort, aux alentours de l'automne 1999. Le corps ayant été retrouvé 3 mois plus tard, en janvier 2000, ces nouveaux éléments confirment aux inspecteurs que quelqu'un a peut-être tenté de dissimuler la mort de cet homme. Pour une raison quelconque, la mort de cette personne avait été dissimulée. Et ce depuis plusieurs années. Et pour une autre raison encore, le corps avait été récemment déposé sur Kettlebridge Road. Si tel était bien le cas, y avait-il une raison plus sinistre qui avait poussé quelqu'un à dissimuler la mort de cette personne? En mars 2000, les équipes d'enquêteurs n'ont toujours pas identifié le corps, et la pression est à son comble. Si nous ne parvenions pas à identifier le corps, il y avait une chance pour que l'enquête soit considérée comme close. L'heure tourne pour les inspecteurs qui veulent faire basculer l'enquête. Dans une dernière tentative pour élucider l'affaire, ils se tournent vers une technique médico-légale qu'ils n'ont jamais utilisée. C'était notre dernière chance, car nous n'avions aucune piste. Je pense que c'est intéressant. Ce morceau permet de réaliser 52 couches. Sur vos appareils mobiles ou sur grand écran. Entièrement gratuit. Aucun abonnement nécessaire. Après 2 autopsies, avoir retiré la chair, et des examens médico-légaux approfondis. La police du South Yorkshire ne parvient toujours pas à identifier les restes humains décomposés, abandonnés au bord d'une route à Sheffield en janvier 2000. Il s'agissait d'une enquête unique, car nous avions un corps non identifié, aucune scène de crime, et aucune cause de la mort au départ de l'enquête. Il était clair qu'il serait difficile de trouver l'identité de la personne et le responsable, car le corps était très décomposé. Rien, au stade initial, une fois que nous l'avons examiné, ne nous a donné le moindre indice sur l'identité de cette personne. Nous nous sommes donc tournés vers une technique qui n'avait jamais été utilisée auparavant par la police du Yorkshire du Sud. Le visage du corps va être reconstitué en argile à partir du crâne, par une équipe de spécialistes de l'université de Sheffield. La reconstruction faciale est généralement le dernier recours, et n'est pas utilisée très souvent. Mais dans les cas où le corps n'est pas identifié et où l'on ne dispose pas de preuves ADN ou d'autres éléments permettant de l'identifier, la reconstitution faciale peut faire une grande différence. Nikki Taylor fait partie de l'équipe chargée de recréer le visage. Je n'avais jamais travaillé sur une affaire de reconstruction faciale, et encore moins sur une affaire médico-légale, c'était très intéressant. Chaque crâne est particulièrement unique. Il détermine la taille et la forme de vos traits. Bien que nous ne puissions jamais obtenir les caractéristiques définies du nez ou de la bouche d'une personne, nous pouvons obtenir un résultat très ressemblant et retrouver la forme presque exacte du visage de la personne. Nous avons pu établir que le crâne provenait d'une personne d'origine caucasienne, mais il aurait pu s'agir d'une personne du Royaume-Uni comme du Moyen-Orient. Nous avons donc décidé de faire 2 moulages différents pour couvrir ces différentes options. Ce processus minutieux prend plus d'1 semaine à Nikki et à son équipe. Il s'agit presque d'un processus de dissection à l'envers. Nous superposons d'abord les muscles les plus proches du crâne, puis les muscles plus superficiels. Une fois que tous les muscles sont en place, cela permet de donner une certaine forme au visage. C'est à ce moment-là que l'on pose ce que l'on appelle la couche de peau. On était impatients de voir le résultat final, et de découvrir si nous allions avoir un visage sur lequel travailler. Alors que le visage évolue, un examen détaillé des dents du crâne fournit à la police un nouvel indice important. Les surfaces des dents étaient extrêmement plates, ce qui indiquait une mastication constante. Dans certaines régions arabes du monde, ils mâchent tout au long de la journée ce que l'on appelle des feuilles de khat, une habitude qui abîme progressivement les dents.
Fort de ces nouvelles informations, les inspecteurs commencent à s'intéresser à la tête d'argile, aux traits plus moyen-orientaux. Avec tous les autres éléments médicaux obtenus, qui indiquaient l'appartenance ethnique de cette personne, il devenait de plus en plus évident qu'il s'agissait d'un membre d'une communauté ethnique minoritaire. Le 20 mars 2000, la police du Yorkshire du Sud se retrouve finalement face à l'homme dont le corps en état de décomposition avancée avait été découvert 3 mois plus tôt. Lorsque la tête en argile a été fabriquée, nous avions enfin une image et un visage à associer à ce corps pour nous donner une bonne indication de ce à quoi cette personne devait ressembler. Le corps non identifié a désormais un visage, mais les inspecteurs ont encore besoin que quelqu'un le reconnaisse. Cette image a donné un élan à l'enquête et nous a permis d'étendre notre action à l'ensemble du pays. Nous avons distribué et fait connaître cette image, le plus largement possible, y compris sur les chaînes de télévision nationales. Avec une telle publicité, l'équipe d'inspecteurs est persuadée que quelqu'un reconnaîtra le visage, mais personne ne se manifeste. La reconstruction faciale repose sur la reconnaissance. Nous pensions donc que soit nous l'identifierions très rapidement, soit nous ne saurions jamais qui il était. En termes de publicité, nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais tout cela n'a pas permis d'identifier cette personne. Au moment où la police abandonne tout espoir d'établir l'identité de cet homme, le téléphone sonne. Un après-midi, à l'improviste, nous avons reçu un appel d'un membre de notre personnel, une personne qui travaillait pour la police du Yorkshire du Sud et qui pensait connaître l'identité de cet individu. Notre collègue a ouvert un exemplaire du Sheffield Star en voyant les photos de la tête en argile et les différentes photos que nous avions faites, et a lu la description. En lisant cela, il a été choqué de réaliser qu'il s'agissait d'une personne qu'il connaissait, et qui appartenait à sa communauté, mais qu'il n'avait pas vue ou dont il n'avait pas entendu parler depuis quelques années. Il s'agit de la première identification que nous ayons obtenue dans le cadre de l'enquête. Il n'avait absolument aucun doute. Il a dit « Je suis certain qu'il s'agit de Mohamed Nasser Ali ». Lorsque l'on regarde l'image et la reconstruction qui a été créée, la ressemblance est absolument stupéfiante. Nous avions désormais un nom sur lequel travailler. Et c'était une bonne piste, une piste claire qui nous a permis de mener d'autres enquêtes et d'établir si cette personne était ou non le corps que nous avions retrouvé. Disposant pour la première fois d'un nom, la police commence à examiner les dossiers de Mohamed Nasser Ali, un ouvrier sidérurgiste à la retraite. Originaire du Yémen, un pays du Moyen-Orient, il était venu s'installer à Sheffield dans les années 60. Mohamed était un membre important de la communauté yéménite de Sheffield, très influent, très charismatique. Il était très présent. Il ne passait jamais inaperçu. Qu'importe où il allait, il se faisait remarquer. Il faisait de son mieux pour aider autant que possible sa famille et toute la communauté. Mohamed était quelqu'un de très généreux et de très sympathique avec les membres de la communauté. C'était un homme foncièrement gentil, qui avait de bonnes valeurs. C'était le genre de personne qui voulait tout le temps aider les autres. Mais la disparition de Mohamed n'a pas été rapportée à la police. Il était important que nous prenions contact avec la famille. Il s'agissait évidemment de vérifier s'il était toujours là, ou s'il s'agissait d'une erreur d'identité. L'inspecteur John Cousins se rend directement à l'adresse que lui a donnée son collègue. C'est une dame âgée qui a ouvert la porte. Nous avons montré nos papiers pour qu'elle sache qui nous étions, et nous avons expliqué pourquoi nous étions là. Il s'est avéré qu'elle était divorcée de Mohamed Nasser Ali depuis environ 3 ans. Elle nous a dit qu'elle pensait qu'il se trouvait au Yémen ou en Arabie Saoudite. Bien que persuadée que son ex-mari se trouvait à l'étranger, Fatima révèle que le profil médical de Mohamed était très similaire à celui du corps non identifié. Elle confirme qu'il a été opéré des pieds à cause d'oignons et qu'il a perdu le bout de son doigt lors d'un accident il y a plusieurs années. Ces deux éléments sont des caractéristiques essentielles du corps.
Ce que Fatima nous disait était crucial pour l'enquête, et nous avons donc téléphoné à la salle des opérations pour que d'autres analyses puissent être menées pendant que nous lui parlions. Ce qui était une enquête relativement lente, s'est soudain accéléré de façon tout à fait spectaculaire. Le personnel du bureau a pris contact avec le médecin généraliste et le dentiste pour confirmer les informations dont nous disposions déjà. Tout indiquait sans l'ombre d'un doute que le corps que nous avions découvert était bien celui de cet homme, Mohamed Nasser Ali. Cependant, Fatima, l'ex-épouse de Mohamed, insiste sur le fait qu'il était à l'étranger. Ce qui est confirmé par son fils Hassan, qui arrive à la maison peu de temps après. Il m'a dit qu'il était bien vivant et qu'il vivait en Arabie Saoudite. Je lui ai demandé comment il le savait, et il m'a répondu qu'il avait reçu des lettres de lui, qu'il nous a montrées. En y regardant de plus près, l'inspecteur Cousins constate qu'il y avait quelque chose d'anormal dans la lettre prétendument écrite par Mohamed à son fils. L'écriture sur la lettre changeait de manière évidente, elle était complètement différente. L'encre était même d'une autre couleur, mais il était catégorique. C'était celle de son père, et il était bien vivant. Et la famille de Mohamed n'est pas la seule à croire qu'il est à l'étranger. Ses amis et ses voisins pensent également qu'il est à l'étranger, car personne ne l'a vu depuis plus de 2 ans. Mohamed a toujours joué un rôle important dans la communauté. Mais à un moment donné, il a disparu. Il a tout simplement disparu de la communauté. Les gens se demandaient juste où il avait bien pu passer. Certains disaient qu'il était à la Mecque. La Mecque est une ville sainte d'Arabie Saoudite et le centre du monde islamique. Il est tout à fait possible qu'un musulman décide de déménager là-bas. Et pour quelqu'un de l'âge de Mohamed, c'est encore plus plausible. Et c'est tout simplement ce que les gens ont cru. Si de nombreux amis de Mohamed acceptent cette histoire, d'autres ne sont pas convaincus. À Sheffield, nombreux sont ceux qui se rendent à la Mecque presque tous les ans. Pourtant, personne ne l'a jamais vu. J'ai trouvé ça suspect que Mohamed décide de passer ses vieux jours là-bas. De retour à la maison, Hassan aide la police dans ses recherches. Il nous a donné une carte d'identité et un permis de conduire, sur lequel figurait la photo de son père. Hassan a récupéré ces objets dans une mallette qui contenait de nombreux documents relatifs à son père et à lui-même. Des transferts d'argent de Sheffield vers le Yémen, et la copie d'un billet d'avion au nom de son père ont également été trouvés. Face à tant d'informations contradictoires, la police estime qu'elle doit s'entretenir avec Hassan de manière plus approfondie. Hassan a accepté de nous accompagner au poste de police en attendant les résultats des autres enquêtes. Des vérifications étaient en cours auprès du médecin généraliste de Mohamed Nasser Ali, et nous n'avions pas reçu les résultats. Lorsque cette information est enfin parvenue, elle s'est avérée vitale pour l'identification du corps. Nous avons appris que le médecin avait confirmé que l'état de son patient, Mohamed Nasser Ali, était similaire à celui de notre profil, à savoir qu'il lui manquait le bout de son doigt, qu'il avait été opéré d'oignon au pied et qu'il souffrait d'arthrite. La police est enfin sûre d'avoir identifié le corps mystérieux. Toutes les informations dont nous disposions indiquaient directement que le corps était celui de Mohamed Nasser Ali. Cependant, nous avions son fils Hassan qui nous disait qu'il le croyait sain et sauf. Pourquoi mentirait-il ? Après un certain nombre d'interrogatoires, la police commence à relever d'autres divergences dans les propos d'Hassan. Il y avait des incohérences dans son récit, car il était passé de l'Arabie Saoudite au Yémen. Il nous racontait que son père avait souhaité partir à l'étranger pour se marier, mais qu'il n'était pas sûr de la personne avec laquelle il allait se marier. Une ou deux choses nous paraissaient étranges dans ce qu'il disait.
Tout comme la police, les amis et les voisins de Mohamed ont également reçu des informations contradictoires sur l'endroit où il se trouvait. Des fois, il dit qu'il est en Arabie Saoudite, qu'il est resté un peu là-bas, et puis qu'il est retourné au Yémen. Et parfois, il dit qu'il est à Oman. Les réponses ne sont jamais claires, les gens en ont parlé entre eux. Soit Hassan s'est trompé dans ses propos, soit il a menti. S'il racontait des mensonges, ce serait une raison suffisante pour en conclure qu'il savait quelque chose à propos de la mort de son père. Avec des preuves circonstancielles accablantes qui indiquent que Hassan cache la vérité sur la mort de son père, la police n'a pas d'autre choix. Clairement, quelqu'un ne nous a pas dit la vérité. Nous n'étions pas satisfaits de ce que Hassan nous disait. Nous avons donc décidé de l'arrêter pour suspicion de meurtre. Grâce à la reconstruction faciale, la police du Yorkshire du Sud a identifié le corps décomposé, retrouvé à Sheffield. Il s'agit de Mohamed Nasser Ali, âgé de 75 ans. Les inspecteurs n'ont toujours pas établi comment, quand et pourquoi il est mort. Bien que son fils Hassan ait été arrêté pour suspicion de meurtre, il continue d'affirmer que son père est parti à l'étranger. Il continuait à nous dire qu'il était vivant et qu'il ne savait pas à qui appartenait ce corps, mais que ce n'était pas celui de son père. Hassan nous a même raconté que son père l'avait appelé du Yémen en 1997 et que s'il l'avait appelé, il devait être vivant, en sécurité et en bonne santé. La nouvelle de son arrestation provoque une onde de choc dans le quartier. Les gens de la communauté, et même de Sheffield, n'arrivaient pas à croire ce qui s'était passé. Beaucoup de membres de la communauté n'arrivaient pas à l'accepter. Des personnes voulaient vraiment connaître la vérité, en espérant presque que ce serait comme un rêve, un cauchemar qui disparaîtrait. Ce n'était pas le cas. Au poste de police d'Attercliffe, alors que les inspecteurs sont dans une impasse avec Hassan, un autre membre de la famille arrive et donne un nouveau tournant à l'affaire. Arrive Hassan, le petit-fils de Mohamed Nasser Ali. Je suis allé lui parler à la réception, et il m'a dit qu'il souhaitait me raconter comment son grand-père était mort. Hassan, 17 ans, était le fils d'Hassan. Il a été amené au Royaume-Uni depuis le Yémen à l'âge de 2 ans, et a été recueilli par son grand-père, Mohamed. On peut dire que Hassan respectait son grand-père. Parfois, il l'appelait papa. Il le respectait beaucoup. Mohamed s'occupait de lui, et il le traitait comme s'il était son propre fils. Mohamed a élevé Hassan et tenait à ce qu'il reçoive une bonne éducation. Après s'être séparé de sa femme Fatima, Mohamed a déménagé à Doncaster, à 30 km de là, et a acheté une maison au nom de son petit-fils. Il a été généreux avec lui. Hassan avait ce que tout enfant aurait voulu avoir à l'époque. Le père de Hassan, Hassan, est arrivé au Royaume-Uni en 1997, mais la vie familiale est devenue tendue. Lorsque j'ai interviewé Hassan, il nous a raconté qu'en octobre 1997, son père Hassan s'était disputé avec son grand-père, Mohamed Nasser Ali. Et que cette même nuit, à la suite de cette dispute, son grand-père est mort pendant son sommeil. Cet événement dramatique s'est produit à la suite d'une dispute au sujet de l'argent. Depuis son arrivée au Royaume-Uni, Hassan demandait de l'argent à son père, et Mohamed en avait assez. Lorsque Hassan a déclaré que son grand-père était mort dans son sommeil, compte tenu de son âge, l'idée nous a paru réaliste. Si cette explication semble d'abord raisonnable, ce que Hassan raconte ensuite aux inspecteurs n'a aucun sens. Il ajoute qu'ils ont ensuite décidé d'enterrer le corps dans la cave de cette adresse.
Nous avons demandé à Kassan ce qu'il fallait faire lorsque quelqu'un mourait. Et il a pris un air amusé. Il nous a raconté une histoire, comme si son grand-père était mort naturellement, et que la seule chose qu'ils avaient faite de mal, était de se débarrasser du corps de la manière dont ils l'ont fait. Le fait qu'ils aient caché le corps, et n'aient pas signalé sa mort à la police, éveille leurs soupçons. Pourquoi enterrer un parent de cette façon? Pourquoi devaient-ils dissimuler leur corps? S'il est décédé de cause naturelle, il convient d'en informer les autorités et de s'occuper du corps comme il se doit. Pour vérifier la version des faits de Kassan cette nuit-là, la police a besoin de la version d'Hassan. Nous avons interrogé Hassan et lui avons raconté ce que son fils, Kassan, nous avait dit et ce qu'il avait avoué sur ce qui s'était passé. À ce moment-là, Hassan a refusé de nous parler. Une fois de plus, la police se heurte à un mur, mais du jour au lendemain, l'affaire prend une tournure dramatique. Le lendemain matin, lorsque nous sommes arrivés au travail, on nous a dit que Kassan voulait encore nous parler. Nous avons donc réalisé un nouvel entretien avec Kassan, et à ce moment-là, il a encore changé d'avis. Kassan nous a dit que son grand-père n'était en fait pas mort, dans son sommeil. Il aurait entendu son père se disputer avec son grand-père, et que cette dispute était devenue de plus en plus vive. Il a expliqué qu'il s'était rendu dans le salon, où avait lieu cette dispute. Et qu'il a vu son grand-père allongé sur le sol, du sang coulant de son cou, et son père, qui tenait un couteau debout au-dessus de lui. Kassan ajoute qu'ils ont traîné le corps dans la cuisine où il a été laissé pendant la nuit. Le lendemain matin, ils ont nettoyé la maison, lavé le couteau et le sol de la cuisine, puis ils ont placé le corps dans la cave de la maison. Les inspecteurs sont stupéfaits des révélations de Kassan. Il s'agit là d'affirmations importantes de la part de Kassan. C'était une surprise, car la veille, Hassan nous avait dit que son père était vivant et en bonne santé, puis Kassan nous avait raconté qu'il était mort dans son sommeil. Et maintenant, que son père avait assassiné son grand-père, et qu'il avait aidé à se débarrasser du corps. Les inspecteurs confrontent Hassan aux accusations de meurtre de Kassan. Hassan était manifestement choqué par ce que nous lui disions, mais il n'en démordait pas. Il n'allait pas nous donner sa version des faits. Il a campé sur ses positions en ne répondant à aucune des questions que nous lui avons posées. En raison du refus de parler de Hassan, la police a besoin de preuves pour étayer la version de Kassan. Il était important que nous essayions de corroborer les propos de Kassan sur le plan médico-légal, s'il y avait la moindre chance que ce soit possible. Les inspecteurs se précipitent dans la maison de Doncaster, lieu du crime présumé. À Palmer Street, nous avons découvert, avec l'aide de la police scientifique, une trace de sang dans le salon qui menait à l'entrée de la cave. Kassan avait expliqué qu'il avait enveloppé son grand-père dans une housse de satie, puis l'avait descendu dans la cave de la maison, où il l'avait placé dans un coffre, avant de construire la tombe autour du coffre. Hassan et Kassan s'étaient donné beaucoup de mal pour dissimuler ce corps. Ils ont fabriqué une tombe de fortune en briques, puis ont posé des dalles par-dessus. Ils ont ensuite peint l'ensemble de la tombe, pour la faire ressembler à une structure à l'intérieur de la cave. Outre les taches de sang dans le salon, les médecins légistes établissent également une correspondance entre le feuillage du jardin et celui trouvé avec le corps décomposé à plus de 30 km de là. Nous avons également trouvé un balai à l'extérieur de la maison. Sur ce balai, il y avait de la peinture verte, sur laquelle se trouvait une empreinte digitale, qui a finalement été identifiée comme étant celle d'Hassan. Ces preuves permettent de placer Hassan sur la scène du crime, et de l'impliquer dans la dissimulation qui s'en est suivie. Cependant, il continue à tout nier. Hassan ne voulait pas entendre ce que nous disions, et refusait de répondre à nos questions. À la fin de l'entretien avec Hassan, nous lui avons demandé s'il était prêt à laisser son fils assumer seul ce qui s'était passé. La vérité s'imposait.
Alors que les preuves s'accumulent contre Hassan, la police commence également à s'interroger sur l'implication de Kassan dans les événements de cette nuit-là. Kassan a également expliqué que la dispute portait sur le transfert de la propriété de Palmer Street du sien au nom de son grand-père. Il n'était pas pour ce changement. Lorsque les inspecteurs mettent la main sur les actes de propriété, ils découvrent que Mohamed a transféré la propriété du nom de Kassan au sien. Mais ils constatent également que les actes avaient été remodifiés par la suite. Kassan avait changé ses actes en son nom propre, afin de redevenir le propriétaire de la propriété, et il semble que cela ait eu lieu après la mort de son grand-père. Nous avons pu démontrer que des documents avaient été falsifiés par quelqu'un au Yémen et envoyés au registre foncier du Royaume-Uni et aux avocats, de manière manifestement frauduleuse. Kassan avait donc un mobile pour le meurtre de son grand-père, et les inspecteurs en arrivent donc à la conclusion qu'il n'est pas innocent. Il est clair que c'est Hassan qui a utilisé le couteau pour le tuer. Mais nous avons estimé qu'il s'agissait d'une entreprise commune, d'un meurtre prémédité et planifié, pour assurer ensemble leur sécurité financière et ainsi leur futur à tous les deux. Tout au long de ces entretiens, Kassan a nié être responsable du meurtre. Mais il est aussi coupable que son père, car ils ont manifestement conspiré ensemble pour se débarrasser du corps. Les preuves s'accumulant pour étayer la théorie selon laquelle les deux hommes sont impliqués dans le meurtre, les inspecteurs n'ont plus qu'une seule option. Sur la base de toutes les preuves trouvées dans la maison et des aveux faits par Kassan, les deux hommes ont été inculpés pour homicide. Les amis et les voisins de la famille n'arrivent pas à croire au cauchemar qui se déroule devant leurs yeux. L'annonce de la mort de Mohamed a été un choc en soi, mais que son fils et son petit-fils aient été arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir commis le meurtre, l'a été encore plus. Cela dépassait l'entendement. Cela a eu un impact considérable sur la communauté. Les inspecteurs ont inculpé les deux hommes qu'ils considèrent comme responsables de la mort de Mohamed, mais ils doivent encore clarifier et prouver le mobile du meurtre. À ce stade, nous avions appris comment Mohamed Nasser Ali était mort, mais nous ne savions pas pourquoi il devait mourir. Et pourquoi, 2 ans plus tard, son corps avait été retrouvé au bord de Kettlebridge Road à Sheffield. Après 3 mois d'enquête, les inspecteurs inculpent le fils et le petit-fils de Mohamed Nasser Ali pour homicide. La police pense qu'ils ont dissimulé le crime en enterrant son corps dans une tombe, située dans le sous-sol de la maison familiale à Doncaster, où ils ont continué à vivre normalement. Hassan et Kassan ont continué à vivre à Palmer Street à Doncaster, pendant une période assez longue après avoir enterré leur grand-père dans la cave. Pendant tout ce temps, Hassan racontait la même histoire qu'il nous avait racontée, aux personnes qui voulaient savoir où se trouvait Mohamed Nasser Ali et qui le connaissaient. Le père et le fils avaient réussi à faire croire que Mohamed vivait au Moyen-Orient. Je n'ai rien remarqué concernant Hassan ou Kassan. Si on avait vu quelque chose de différent, on nous aurait dit que ce n'était rien. Pour moi, cela suggérait que quelque chose s'était passé. Mais dans les mois qui ont suivi la disparition de Mohamed, certains amis ont commencé à remarquer une différence dans les dépenses d'Hassan et de Kassan. Lorsque nous avons commencé à parler aux membres de la communauté yéménite, nous nous sommes rapidement rendus compte qu'ils avaient remarqué leur changement de mode de vie. Ils avaient remarqué qu'ils avaient gagné de l'argent et qu'ils le dépensaient. Mais ses amis n'avaient aucune idée de ce qui s'était vraiment passé. Des enquêtes approfondies sur les comptes bancaires de Mohamed Nasser Ali témoignent d'une série de transactions financières inhabituelles. Nous avons trouvé une grande quantité de preuves concernant les transactions financières qui ont eu lieu. Nous avons découvert qu'avant sa mort, de l'argent avait été retiré du compte de Mohamed Nasser Ali par Kassan ou Hassan.
Mais après sa mort, ses allocations d'État ont été versées sur un compte auquel Hassan et Kassan avaient tous deux accès, et ils ont utilisé ces fonds. La piste de l'argent s'étend jusqu'à l'étranger. Nous avons découvert un certain nombre de transactions pour des montants assez importants, allant jusqu'à 6500 livres, en provenance du Royaume-Uni et à destination d'Aden, au Yémen. Puis à la femme d'Hassan, qui vivait toujours à Aden. Nous avons pu établir qu'Hassan avait commencé à construire une maison au Yémen et que les fonds provenant de la succession de son père étaient destinés à financer ce projet. Les inspecteurs enquêtent également sur la copie d'un billet d'avion non utilisé pour le Yémen, au nom de Mohamed Nasser Ali, datant de la veille de sa disparition en août 1997. Ces recherches nous ont conduits à une personne utilisée par la communauté yéménite à Sheffield, qui achetait et vendait des billets pour les personnes souhaitant retourner au Yémen. Il nous a expliqué qu'il avait acheté le billet après avoir été sollicité par Mohamed Nasser Ali en août 1997 pour un voyage qu'il souhaitait effectuer. Il a ensuite reçu un appel téléphonique d'Hassan, indiquant que son père ne voulait plus utiliser ce billet. Et comme il n'avait aucune raison de se méfier, il s'est arrangé pour les rembourser. Ce projet de voyage au Yémen avait été une source d'inquiétude pour Hassan et Kassan. Il semble que Mohamed Nasser Ali envisageait de retourner au Yémen, peut-être pour se remarier et refaire sa vie. Hassan et Kassan ont alors réalisé que leur source de revenus ne serait plus aussi bonne. Ils avaient déjà transféré de l'argent de son compte à son insu. Et je crois qu'une fois qu'il l'a découvert, c'est là que la dispute a commencé. C'est ce qui a conduit à sa mort. Hassan et Kassan avaient tous deux un motif financier considérable pour tuer Mohamed Nasser Ali. Non content de vivre des allocations, des économies et de la pension de Mohamed pendant près de 2 ans après son assassinat, et convaincu qu'il s'en était tiré à bon compte, Hassan et Kassan voulaient plus. Tout a commencé à se gâter lorsqu'ils ont décidé de vendre la maison à Doncaster. Ils étaient manifestement préoccupés par la vente d'une maison dont la cave contenait un cadavre, au cas où celui-ci serait découvert. Ils ont donc décidé d'aller enlever le corps et de le jeter ailleurs. Les aveux de Kassan révèlent comment ils ont exhumé le corps de son grand-père de sa tombe de fortune. Sa version est confirmée par la police, grâce au reçu de cartes de crédit. Kassan, suivant les instructions de son père, s'est rendu dans un magasin de bricolage où il a acheté une bâche en plastique, une pelle et d'autres articles, pour retirer le corps de la maison. Son père lui avait également dit d'acheter du diesel, car il savait que cela cacherait l'odeur de la décomposition du corps. Les 2 hommes ont ouvert la tombe, sorti le corps de Mohamed Nasser Ali du coffre et enveloppé ses restes décomposés avant de les placer dans un sac de sport et de brûler le coffre. Ils ont utilisé la voiture de Kassan, ont mis le sac avec le corps du grand-père à l'intérieur dans le coffre et ont roulé jusqu'à Sheffield. Ils ont littéralement jeté le corps de l'arrière de la voiture sur le bord de Kettlebridge Road. Je pense qu'ils étaient tout à fait convaincus qu'en raison de l'état de décomposition du corps, il ne serait jamais identifié. Mais Hassan et son fils ne savaient pas que les restes de Mohamed contenaient une mine d'informations médico-légales qui ont permis à la police de l'identifier, finalement, de découvrir le crime. En mars 2001, Hassan Nasser et son fils Kassan Mohamed sont jugés pour le meurtre de Mohamed Nasser Ali à la cour d'assises de Sheffield. Tous deux plaident non coupables. Les détails des aveux signés par Kassan ont conduit la police à recueillir d'importantes preuves médico-légales, qui ont permis de placer les 2 hommes sur le lieu du crime et de les impliquer dans sa dissimulation. Ces éléments, combinés à la preuve d'une série de malversations financières, ont abouti à un résultat rapide.
En l'espace d'une semaine, les deux hommes ont été reconnus coupables de meurtre et condamnés à la prison à vie pour un acte que le juge a qualifié de violent et cruel. C'est gratifiant quand un tel travail aboutit à une condamnation, car il s'agissait d'un meurtre-viol et ils méritaient toute leur peine. L'équipe a été extrêmement satisfaite d'avoir pu identifier Mohamed Nasser Ali, mais encore plus d'obtenir la condamnation des deux personnes responsables de sa mort. Pour les autres parents, amis et voisins de Mohamed, la justice a été rendue. Lorsqu'ils ont été condamnés à la prison à vie, les gens étaient simplement heureux que ce soit fini. Pour beaucoup, c'était la fin d'un chapitre très sombre de la vie de la communauté yéménite de Sheffield. Ce qu'ont fait Hassan et Kassan a été considéré par beaucoup de Yéménites comme de la folie et la communauté yéménite ne s'en remettra pas facilement. Il est triste qu'un homme comme Mohamed Nasser Ali ait connu une fin aussi brutale, avec peu ou pas de compassion de la part des membres très proches de sa famille. Il ne méritait pas de mourir comme il l'a fait. Nous ne l'oublierons jamais et il nous manquera toujours.